Depuis 2017, avec les dénonciations des membres du CODE, le collectif des organisations démocratiques et patriotiques de la diaspora camerounaise perturbait évidemment la tranquillité des touristes de l'hôtel intercontinental au travers des cris stridents à grand renfort de mégaphones. Les séjours des officiels camerounais n'étaient donc plus de véritables sinocures, encore moins des balades de santé. Tenez, plusieurs hauts commis de l'État ont été très souvent attaqués par un groupe d'activistes se réclamant de la basse, la brigade anti-sardinard. Habitués aux troubles des visites de nos responsables, ce qui a marqué l'opinion cette semaine, c'est justement, et ce positivement, c'est ce calme apparent, visiblement un calme et une sérénité revenus, tel qu'interprété dans certaines sphères. Effectivement, cette sérénité retrouvée et les tumultes pré- et post-électoraux ne sont pas allés sans débat. L'État d'ailleurs, ou encore les citoyens se sont posés moult questions s'il s'agissait effectivement d'une sorte de neutralisation de ce qui s'apparente notamment à ce groupe qualifié par certains comme le groupe de désordre, mais là n'est justement pas la question. Et ce soir encore, nous restons sur une autre question, une autre problématique aussi intéressante, c'est naturellement cette rencontre du président Paul Biya avec les membres de la diaspora. Si nous partons de la diaspora, c'est dire que nous revenons rapidement au Cameroun, parce que l'actualité le demande pour parler de nos morts. Bonabéry pleure ses morts, 4 personnes tuées dans un accident de la circulation à la suite d'une chute de conteneurs sur des individus. Les questions sont posées dans tous les sens pratiquement. Cet accident survenu du côté de Bonabéry, qui paye la facture? Les chargeurs, les chauffeurs ou encore le ministère des Transports, voire le ministère des Travaux publics au regard de la qualité de nos routes qui laisse à questionner plus d'une chose. Madame, Messieurs, nous tenons le ton de la tristesse parce que le Cameroun est en difficulté sur ses routes. Nous freinons donc sur le bitume ce soir pour regarder attentivement trois sujets pour 4 panélistes sur un plateau. Madame, Messieurs, nos caméras s'allument. Bienvenue au débat, Accent 237 sur Balafon Télévision. Ils sont en plateau avec nous, Clément Jou, qui est communicant du Manidem. Clément Jou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Xavier, merci d'avoir convié le Manidem à cette discussion. Bonsoir mes co-discutants. Le calme revenu au Manidem? Depuis. Merci pour cette information ô combien utile. Et tout à côté de vous, il faut le rappeler, nous avons Jean-Claude Youth qui est communicant du RDPC. C'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Jean-Claude Youth, bonsoir, bienvenue. Bonsoir M. Raoul, bonsoir à l'ensemble des copanélistes et bonsoir aussi millions de téléspectateurs d'Accent 237. Effectivement, le Rassemblement démocratique peuple camerounais vous remercie de nous avoir conviés une fois de plus sur ce plateau. Un téléspectateur m'a demandé de vous poser cette question en début d'émission. Est-ce que nos routes vous arrangent? Vous ne répondez pas tout de suite, vous allez répondre tout à l'heure. Effectivement, un philosophe sur ce plateau, dit-on très souvent que nos cités seront correctes lorsque les dirigeants seront philosophes. C'est une paraphrase, bien entendu, d'un auteur bien connu. Raoul Lemopi, bonsoir, bienvenue, monsieur le philosophe, sur le plateau. Bonsoir, Moni. C'est un honneur pour moi de répondre à votre invitation. Le philosophe en question, c'est Platon, parce qu'il pensait que les cités ne peuvent être mieux gouvernées que lorsque elles sont portées ou bien conduites par des gens qui ont une vision rationnelle et qui se donnent les moyens, n'est-ce pas, pour réaliser ce qu'il a appelé le souverain bien, qui est ici la justice. Rapidement, transposition au Cameroun. On a... Transposition au Cameroun, chacun peut faire sa transposition à sa propre convenance et se demander si le Cameroun est dirigé par des visionnaires et si, n'est-ce pas, le pied d'encre de cette gouvernance, c'est la justice qui est, aux yeux des philosophes, le bien suprême. Merci. Également, nous avons le président d'une association de la société civile, bien entendu, c'est Agédule 2C. Il est avec nous sur le plateau, Simon Pied-Mahène, bonsoir. Bonsoir, monsieur Raoul Lelong. Rappelons que c'est une association qui œuvre dans la défense des droits de l'homme. Oui. Et puis, il y a eu mort d'homme à Bonabéry. On va interroger effectivement le côté droits de l'homme. Effectivement. Je vous remercie pour l'invitation. Et en même temps, c'est l'occasion pour moi de saluer tous vos téléspectateurs et vos téléauditeurs qui nous suivent à l'instant. Je voudrais profiter aussi de votre tribune pour faire passer un message. Lequel? Vous savez, aujourd'hui, on assiste un peu à cette distraction
de deux personnages qui sont tous des Camerounais, nos frères, nos concitoyens. Alors, qui sont ces personnages? Effectivement, il s'agit bien évidemment d'un professeur et d'un grand footballeur que tout le monde a connu. Vous faites référence au professeur Eri Mathias Onangini et Samuel Eto'o-Fils? Bien évidemment. Il s'agit bien évidemment d'eux. Bon, en quoi ça concerne les Camerounais? Je voudrais attirer les Camerounais de ne pas se laisser distraire. C'est pour vous une distraction? Oui, bien évidemment. Parce qu'en fait, tous autant qu'ils sont, ils appartiennent à une même mère qui est le Cameroun et à un même père qui est le président de la République. Et tous sont en train de soutenir, et ils soutiennent d'ailleurs, ils ont déjà présenté ça de par leurs actions, ils soutiennent le renouveau, et en même temps, ils soutiennent la force de l'expérience. Donc, il est donc inutile que des gens essaient de se mobiliser. Alors, si on vous lit entre les lignes, c'est-à-dire ce sont les enfants du RDPC qui se bagarrent, c'est ce que vous voulez dire? Parce que Jean-Claude Yout est sur le plateau. Je ne peux pas les certifier qui sont les enfants du RDPC, mais je dis ils soutiennent le renouveau, ils soutiennent la force de l'expérience. Et je ne peux donc pas, je ne peux pas être péremptoire en se disant qu'ils sont du RDPC. Ça, effectivement, je ne suis pas allé au-delà. Mais je suis en train de dire, d'attirer l'attention des Camerounais que c'est une distraction pure et simple. Pourquoi? Parce que les Camerounais aujourd'hui ont des vrais problèmes et le vrai débat ailleurs. Et ce qui m'étonne, c'est que même la classe politique est en train de se diviser sur ce plan-là. Et ils se sont en train de s'intéresser par ce débat. Alors qu'en principe, on les attendait sur d'autres angles et on ne le voit pas. Heureusement, Balafon Télévision ne se laisse pas distraire. Et on revient sur des vrais sujets, en l'occurrence, celui qui a coûté la vie à 4 personnes. C'est ici même à Douala, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, du côté de Bonabéry plus exactement. 4 personnes ont perdu la vie à la suite d'une chute de conteneurs. Et c'est à se poser 1001 questions à ce sujet, mais revenons sur les faits eux-mêmes. Voici le reportage de Fon René Marquez. Inhabitants of Bonabéry are mourning the deaths of 4 people who died in a crash that occurred at Cimetière Kotobas. Eyewitnesses say a semi-trailer truck carrying a container lost balance and overturned while attempting to take a bend at the roundabout. Il y a un camion qui est en train de manœuvrer là où vous voyez comment la route est gâtée là. Donc du coup, le conteneur a balancé. Et du coup, comme le conteneur a balancé, c'est comme ça que ça s'est renversé. Et ici, il y avait 3 motos et les passagers qui attendaient la moto. Although investigations are ongoing to determine the cause of the accident, witnesses have blamed the deadly crash on the deteriorating state of the road. Bon, c'est la dégradation du giratoire. Hein. Donc le camion se battait pour venir sur cet angle-ci là, parce que généralement quand les camions descendent venant du Grand Gare, ils prennent par le bas. Donc ils calculaient le bas qui est un peu plat. Mais seulement là, il y avait un trou. Donc du coup, ça a déséquilibré le poids du conteneur. Il s'est donc renversé. These deaths could have been avoided if passers-by and other road users respected road safety rules. Les bensiquinaux aussi ont été en erreur parce que ces derniers dans la mairie rappellent de ne plus garer sur les giratoires. Donc ces chauffeurs sont retrouvés sur le giratoire et c'est comme ça que l'accident s'est produit avec les balles perdues, ceux qui étaient à côté. Among the 4 victims, witnesses say was a woman who was apparently receiving treatment and had a cannula in her hand. Dernière nouvelle, on apprend qu'il y avait une dame qui était déjà convalescente sortant de l'hôpital Saint-Louis qui venait se procurer les oranges. Donc dans le mouvement de l'accident, elle aussi elle est partie dans le choc puisque le camion s'est renversé juste où il y avait le trottoir où se vendaient les fruits. Aside from the fatalities, 3 damaged motorcycles were recovered from beneath the overturned truck by firefighters who then washed away the spilled blood at the accident scene. Merci à Fon René Marquez pour ce reportage qui nous fait revenir sur le plateau immédiatement. Jean-Claude Yout, un conteneur mal arrimé tue des gens à Bonabéry, c'est ici même à Douala. Qui assume la responsabilité? Les transporteurs, les chargeurs, le chauffeur ou encore les contrôles, soit de police, de la gendarmerie? Voire ces institutions qui sont chargées en réalité être derrière ces automobiles qui circulent sur nos routes. La facture, qui la paye? Ce n'est pas encore le moment de parler de qui va payer la facture. Il faut d'abord, premièrement, soigner les blessés, présenter nos condoléances aux familles qui sont durement attristées et qui n'ont pas souhaité, parce que même si vous apportez quel chèque,
là tout de suite, ça ne va pas remplacer les vies. Alors, parlant justement de facture, on était loin de penser uniquement à la pécule, c'est-à-dire au côté financier, mais les responsabilités. Est-ce que quelque part, il y a comme une sorte de jeu de ping-pong, un ponce-pilatisme où on estime quand même que les routes ne sont pas en bon état, d'où la question que nous avons posée dès l'entame de ce programme, si les routes étaient suffisamment bonnes, une organisation sociétale bien réussie, on n'aurait peut-être pas vécu ce qui s'est passé à Bonabéry, dit-on. Je ne voudrais pas ici manipuler une langue de bois ou bien être un avocat du diable, mais je voudrais tout simplement dire que sur cet axe-là, je pense que l'essentiel des transactions pour le Grand Ouest et le Sud-Ouest se passe par là. Donc, ce qui pourrait dire que c'est un trafic de plus de 20 000 véhicules et dont pratiquement la moitié sont des camions, des engins lourds. Et on n'enregistre pas ces cas-là tous les jours. Je pense que de mémoire, moi je n'avais pas vu un conteneur tomber, renversé et écraser même des populations. Donc ce qui voudrait dire que c'est un cas qui n'est pas négligé parce qu'il y a mort d'homme. Mais cela ne voudrait pas dire que c'est un phénomène récurrent. Alors, question, est-ce que ce cas, Jean-Claude Youth, ne pouvait pas être évité parce qu'on se dit quand même qu'il y a une réglementation en la matière, comme quoi ces transports, ces véhicules lourds devraient circuler premièrement à une certaine heure. Deux, lorsqu'ils circulent, on devrait quand même avoir un certain nombre de mécanismes de prudence, en l'occurrence des conteneurs qui sont enchaînés, ainsi de suite. Mais ce n'est souvent pas le cas et on voit qu'ils traversent les contrôles routiers chaque jour. Vous savez, lorsqu'il y a un accident d'avion, pourquoi les uns et les autres cherchent les boîtes noires? C'est pour pouvoir être capable de diligenter les enquêtes, tirer les conclusions pour que ce type d'accident ne puisse plus se reproduire. Mais l'avion est dans les airs et très souvent, après les crashs d'avion, on n'a pas de témoins. Il n'y a que les instruments ou encore les appareils qui peuvent témoigner. Donc l'exploitation peut aider à témoigner. Mais là, on est encore sur Terre. On est sur nos routes. Mais là aussi, c'est comme si vous avez déjà les conclusions de l'enquête. Non. Justement, nous posons la question, nous cherchons à comprendre. Donc il y aura une enquête également. Je vous donne aussi l'un process. Oui. Bon nombre d'accidents sur le plan aéronautique nous sont évités aujourd'hui de par le fait que l'enquête des crashs d'avion est mondiale. Oui. Alors, là, sur ce plan-là, lorsqu'il y a l'accident comme celui qui s'est produit, on vérifie d'abord si c'est une défaillance du type moteur, du type véhicule. On vérifie par exemple si la responsabilité individuelle du chauffeur aussi est engagée. Il peut être endormi, on ne sait pas. Avait-il le but? On ne sait pas. Est-ce que le checklist du véhicule a été fait régulièrement avec la visite technique et le contrôle? Tous ces éléments-là doivent être passés au peigne fin. Est-ce que le chargement correspondait bel et bien au tonnage et à l'équilibrage en termes de manutention dans le conteneur? Parce que si vous déséquilibrez le conteneur dans le cadre du chargement, par exemple, si ça bascule, la marchandise bouge à l'intérieur, ça crée une autre force d'inertie. Et cette force d'inertie peut également renverser le camion ou le conteneur. Tout ceci est aussi à voir. Est-ce que le poids, le tonnage, chargement utile du véhicule correspondait bel et bien? Et tous ces éléments-là, ensuite maintenant on entre dans le système de la route, des gradations de la route, et ainsi de suite. Donc, l'enquête ne fait que commencer sur ce plan-là. Mais toutes ces enquêtes nous permettront, pour que nous puissions plus en arriver là, pour qu'on puisse connaître ce type de cas. Parce que moi, je vous dis de mémoire, je n'avais pas encore vu ce cas-là, sur cet axe-là et dans ces différents environs-là. Donc, ce qui voudrait dire qu'il va falloir que nous attendions les conclusions de cette enquête et où nous devions donc tirer les leçons. Je me souviens par exemple où il y a eu souvent des éclatements des roues liés à la surcharge. Les pompes bascules étaient nées. À un moment donné, on n'en avait pas. Au marché Congo ou bien n'importe où on chargeait nos camions, on pouvait les charger comme on voulait. Mais avec les pompes bascules aujourd'hui, on vous dit, vous êtes tombé sur le pont bascule. Et ce qui voudrait dire que
il y a des mesures de contrôle, même en termes de chargement. Il faudrait que nous ayons toutes les informations nécessaires pour que nous tirons toutes les leçons nécessaires. Mais j'ai l'impression que les uns et les autres ont juste besoin d'orienter, à dire, est-ce que lorsqu'il y a des autoroutes et des bonnes routes dans les pays développés, est-ce qu'ils ne connaissent pas des carambolages ou bien des accidents? Et je vous rappelle également que les routes tuent, même en Europe. Je vous rappelle que les accidents très très graves également se produisent même dans les pays développés. Ceci est lié au fait quoi il y a ce qu'on appelle ici la responsabilité individuelle. Merci. Et 70% des accidents sont causés liés à une responsabilité individuelle et le reste des 30%, c'est ce que vous pouvez donc appeler les périphériques. Très bien, c'est donc suivi. C'est un homme politique qui parle. Et je crois qu'on a en ligne un autre homme politique avant de revenir rapidement sur le plateau. Dieudonné Tédissé, vous y connaissez, c'est la raison pour laquelle justement nous avons voulu faire recours à vous pour le cas de cet accident parce qu'on parle là d'un conteneur qui tue. Et d'ailleurs, sur ce plateau, vous êtes revenu plusieurs fois en pointant du doigt nos routes qui sont devenues de véritables mouroirs. Et est-ce que vous aviez eu, on peut dire que vous avez eu à l'époque une sorte de regard prophétique? Est-ce que ce qu'on vit, ce qu'on a vécu à Bonabéry mercredi dernier, on pouvait l'éviter? Dieudonné Tédissé, qui payera la facture? À qui incombera la responsabilité de cet accident? La responsabilité, Xavier, incombe à l'ensemble de la nation camerounaise et au gouvernement du Cameroun. Je voudrais rappeler au communicant du parti au pouvoir, M. Jean-Claude Youth, que quand le cercueil n'est pas dans votre maison, vous croyez que la veillée, c'est la fête. Ce qui veut dire? Voyez-vous, cet accident qui a eu lieu est une preuve qui démontre à suffire que les normes ne sont pas respectées en matière de construction. Pourtant, il y a une agence de la norme au Cameroun. Vous ne pouvez pas expliquer qu'un camion qui est censé avoir les twist locks, les twist locks, ce sont des points d'ancrage du conteneur et du plateau, un camion qui est censé subir un check depuis le départ du port. Tout à l'heure, j'ai suivi le communicant du parti au pouvoir indiquer que même en Europe, il y a les accidents. C'est très facile de diluer la responsabilité dans les comparaisons inutiles. Mais je voudrais vous indiquer de façon assez simple que le transport ne commence pas au Cameroun. Le transport commence depuis l'emportage chez le client qui a emporté la marchandise à destination du Cameroun. Et donc, du coup, pourquoi en normes internationales, ces entreprises étrangères acceptent d'emporter des conteneurs en surpoids pour venir au Cameroun créer des hécatombes? C'est parce qu'il y a un système de corruption assez organisé dans lequel les gendarmes, les policiers ont garé leur véhicule où chacun peut venir déposer de l'argent et faire passer son véhicule, qu'il soit en surcharge ou pas. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que nos systèmes de pont bascule sont défaillants. Notre système de contrôle des visites thermiques est défaillant. Et je voudrais chuter sur cette question particulière pour vous indiquer que nous, les conditions de construction des routes également sont défaillantes. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer qu'une route a les dos d'âne, a les trous comme si on avait lancé des bombes atomiques, comme si ça s'agissait d'une guerre américano-iranienne au Cameroun. Il faut dire aux Camerounais que le modèle de construction des routes engagé par le ministère des Travaux publics et le gouvernement du Cameroun ne marche plus. Parce que de façon évidente, aujourd'hui, les pays sérieux construisent les routes en BOT. C'est-à-dire? En Build, Operate and Transfer. Quel est le pays du monde qui veut voir son développement avancer, continuer à construire les routes par les moyens des marchés publics et tout ce que nous voyons là? Xavier, la solution à ce problème est simple. Engageons un contrôle en amont au moment de l'emportage, en aval, dans le contrôle des fabrications des remorques avec le respect des twist locks au moment de charger les conteneurs au port, de Douala ou de Kribi, selon la formule que vous voulez. Engageons également la dynamique du respect des normes de construction en passant en BOT, en Build, Operate, en Transfert. Je voudrais d'ailleurs profiter de l'occasion pour vous indiquer que
la route de Douala-Bafoussam, puisque ça concerne celle de Bonabéry, c'est la nationale numéro 5. On aurait pu construire ça en BOT en faisant qu'on remet la route à Xavier et l'eau, qui conçut à ses frais, gère le péage, le paysage et perçoit 100 francs par passager utilisant cette voie, de façon à ce qu'il puisse percevoir les frais y afférents pour supporter les charges de la construction et éviter qu'on soit dans le capharnaüm dans lequel nous sommes. Il y a également qu'il y ait une éducation citoyenne assez importante. La distance de sécurité de 10 mètres ou 15 mètres doivent être respectées, à l'effet que les uns et les autres ne puissent plus se retrouver en train de, au lieu d'attendre à 15 mètres, mais de se retrouver plutôt en dessous de la remorque en train d'attendre le transport du véhicule. Voilà la remarque que nous voulons faire à cet effet pour notre première prise de parole. Merci Dieudonné Tédissé. Rappelons que vous êtes le président du Parti camerounais pour la paix et le développement du Cameroun, en abrégé PCPDC. Parti camerounais pour la paix, la démocratie et la construction. Tout à fait. Merci Dieudonné Tédissé pour ce petit rappel. Alors, Clément Jo, on revient avec cette actualité. Des personnes qui sont mortes à la suite notamment d'un renversement de conteneur et la question qui nous amène à regarder cette dualité qu'on semble avoir entre ce qu'on pourrait noter la réglementation et même du vécu sur le terrain. Par exemple, est-ce qu'en matière d'arrimage, le contrôle a été respecté ? Les camions traversent par exemple les postes de contrôle depuis le port, comme vient de le dire Dieudonné Tédissé. Mais pourquoi rien n'est fait? Selon vous, est-ce que cette norme, cette réglementation, justement, est respectée? Est-ce que c'est un petit échec politique? Vous aviez dit que je prends la parole avec un saignement. Et je m'incline déjà devant la dépouille des morts, puisqu'il y a eu au moins 4 morts à Bonabéry. Et il faut dire que nous avons un système de corruption à ne plus finir. Parce que quand j'ai écouté le reportage de votre confrère... On sait que vous êtes attristé, mais bon, pour les auditeurs, les téléspectateurs qui sont à la maison, vous allez juste lever la voix un tout petit peu. J'ai écouté le reportage de votre confrère qui dit que c'est pendant la manœuvre que le conteneur a pu se déraper. Ça veut dire que les tiges-là qui ont mis en bordure, soit ça n'existait pas, soit c'était faible. Ça veut dire que ça n'était plus dans la norme. C'est la première des choses. Or, quand vous regardez, le camion sort d'où? Il sort du port autonome. Quand vous avez un conteneur, il sort d'où? Il sort du port. Comment a-t-il fait pour traverser les multiples barrières que je connais au port? C'est la première des choses. Comment a-t-il fait également pour traverser les multiples contrôles? Bon, c'est déjà la corruption que nous vivons au quotidien au Cameroun. Alors, si vous avez parlé des Tusloc, est-ce qu'il ne faut pas également voir les sangles? Quelquefois, il y a des sangles, il y a des chaînes qui sont posées. Mais dans le cas d'espèce, parce qu'on a eu l'image, il semblerait qu'il n'y avait rien de tout cela. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Comment le camion fait donc pour sortir dans cet état-là? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors, maintenant, on veut parler des responsabilités. La responsabilité incombe à ceux qui nous gouvernent, qui sont censés protéger les Camerounais. C'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État. Primo. Secondo, vous avez l'état des routes, qui est quelque chose de fondamental. Le narratif que le militant du RDPC a utilisé en prenant des exemples ailleurs, c'est vraiment très gauche. C'est très gauche. Pourquoi? À un certain moment donné, quand il y a une faute et que tout le monde voit, ne faites pas la langue de bois. Laissez la casquette politique et soyez réaliste. Le ministre des Transports, par exemple, depuis 10 ans a géré 5 000 milliards de francs CFA pour nos routes. Où sont ces routes-là? Où sont ces routes-là? Voilà là, c'est la route numéro 5 là. Bonabéry, Ouest, c'est ça.
Alors, qui regardez, à l'heure actuelle est dans un piteux état. D'ailleurs, il y a 2 jours encore, au niveau de Penja, c'était complètement bloqué. Mais ironie du sort, jusqu'à ce matin, ça a été rapidement remblé hier. Oui, justement. Fallait-il que ce soit bloqué? Parce qu'il y a des usagers qui se sont arrêtés et qui ont fait des vidéos qui devenaient virales sur les réseaux sociaux. Hier soir, cela a été remblé. Oui, qui ont fait des vidéos qui devenaient virales sur les réseaux sociaux. À un certain moment donné, on n'a même plus honte dans ce pays. Franchement, on n'a même plus honte dans ce pays. Quand un drame comme ça arrive, je crois que la première des choses, les autorités, c'est-à-dire le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 4e. On a vu les autorités, entre autres, le gouverneur. Oui, justement. Sauf qu'ils viennent faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est-à-dire constater. Il faut donc travailler en amont pour que ces choses-là n'arrivent plus. On est là dans la prévention. Justement. Et cette prévention-là, c'est quoi? C'est la sécurité. Vous savez, si vous voulez, vous faites un reportage au port autonome de Douala. Vous vérifiez les conteneurs qui sortent. La majorité seront dans le même état. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécurité. Ça sort devant la douane, devant la police. Et ça circule. Ça traverse les barrières de contrôle. À chaque contrôle, si vous avez un billet de 5 000 ou 2 000 ou 1 000 francs, c'est bon. Mais c'est grave ce que vous dites. Mais c'est la réalité camerounaise. C'est pas grave, c'est la réalité, il faut le dire. Et c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous trouvez que c'est normal dans un pays comme le nôtre, au 21e siècle, qu'il y ait encore ce type d'accident? Personne ne sort chez lui pour aller mourir. Mais il y a des types d'accidents qui n'existent plus dans les pays. Parce qu'à un certain moment donné, il faut essayer de prendre des choses graduellement. Si nous voulons construire nos pays, comment on dit? Quand la route passe, le développement suit. Alors, mettons d'abord, avant de partager les responsabilités, il faut déjà que l'État du Cameroun, que la grande responsabilité qu'elle porte, que cette responsabilité-là soit évacuée. C'est-à-dire qu'en mettant aux citoyens les bonnes routes. Il n'y a pas plus tard que, je crois, 2 semaines, Bonabéry a été barré parce qu'on était en train de refaire la route à ce niveau-là. Est-ce que vous savez que pratiquement tous les ans, à la même période, on est en train de faire les routes. Si vous avez un ingénieur de génie civil, quand une route est bien faite, ça durait au moins 15 ans. Tout à fait. Je vais vous prendre un exemple simple. L'Axe-Lô, ce que vous appelez Axe-Lô aujourd'hui, de Douala Yaoundé, elle a été faite en 1984 par une société qu'on appelait la Touzel à l'époque. Cette route-là, elle a commencé à se dégrader au début des années 2000. Alors, de 84 à 2000, oui, pratiquement 20 ans ont passé. Au début des années 2000. Qu'est-ce qui peut donc expliquer, et vous sortez par là, qu'est-ce qui peut expliquer que, alors que la technologie évolue, on s'imagine qu'on a des ingénieurs qui sont de plus en plus capés, mais comment assiste-t-on à des routes qui durent de moins en moins? Sont-ils devenus plus faibles ou alors quoi? La corruption. La corruption. Quand vous gagnez un marché, quand une entreprise gagne le marché, est-ce que le montant qu'elle demande pour faire la route lui a été donné? C'est la première des choses. Les négociations. Et en plus de ça, comment vous pouvez venir inaugurer une route? Vous avez vu, on avait inauguré la route de Bonabéry à un certain moment donné. Les gens avaient même honte. Vous voyez les routes Charles de Gaulle là. On a fait des pavés. Je ne sais pas si c'est... Cette route-là a été inaugurée, non? Vous voyez que le citoyen lambda y circule. Il n'y a pas de problème. Merci. Alors que si une femme enceinte dans une voiture prend cette route-là pour qu'on l'amène à l'hôpital, avant qu'elle arrive, elle aurait accouché dans cette voiture. Merci Clément. En 30 secondes, pour que le débat soit toujours... Je voudrais dire que la France vient de connaître la canicule. On a vu le goudron fondre à cause de la température élevée. Le dérèglement climatique également a l'impact sur les routes. Voilà un pays développé.
Parce que si nous vous citons au Cameroun, vous allez dire qu'au Cameroun, voilà un pays développé qui sait construire les routes et qui prévoit et qui subit les affres des changements climatiques. Les affres du changement climatique. Pourquoi nous aussi, nous ne pouvons pas accepter nous commençons à nous sommes en train de constater que nous subissons également cela, et ce qui a un impact sur la dégradation également de nos... Merci, Raoul, c'est trop... Attends, je place un mot. C'est trop facile de venir prendre un exemple qui semble un exemple naturel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il parle de la canicule. Vous comprenez? Oui. Il parle de la canicule. Ça veut dire le système de chauffage. Il parle comme si le petit garçon de Bilongue ou de Papa Nayon ne devrait pas comprendre ce qu'il est en train de dire. Il parle de la canicule. Vous voyez? Ça veut dire que c'est un système qui est naturel. À un certain moment donné, ça dépasse l'entendement humain. Alors que dans notre cas, c'est la corruption. C'est la corruption. C'est humain. Merci. Il faut qu'il ait ça. Alors, on revient. Un mois de pluie en une journée. On revient, Jean-Claude Dioud. Vous pensez que ce sol-là qui le gorge devons faire comment? Le philosophe, véritablement, c'est vrai que le plateau, les hommes politiques d'un côté, la société civile de l'autre, un hasard qui sait faire les choses. Alors, pour Raoul, le MOPI, des personnes qui meurent, un conteneur qui tombe, qui doit contrôler? Est-ce l'État à travers le ministère des Travaux publics, à travers le ministère des Transports, ou alors la gendarmerie, la police, les douanes? Qui doit contrôler? Il faut d'abord dire que le problème des routes au Cameroun, c'est un problème national. Parce que si vous avez, n'est-ce pas, eu la malchance de faire le tronçon Ngaoundéré, Garoua. D'ailleurs, vous avez fait le trajet? Oui, nous avons fait ce trajet lors de la sensibilisation des citoyens en ce qui concerne la question électorale. Je vous assure, vous allez pleurer. Si vous essayez de faire le tronçon Maroua-Kousséré, là, c'est la totale. Moi, je peux vous dire que ce qui se passe à Bonabéry n'est qu'un épiphénomène. Et cela est davantage grave parce que nous sommes dans la capitale économique. Vous savez que lorsqu'on parle quand même de la capitale économique, c'est au moins la vitrine des affaires dans un pays. Et quand vous regardez l'état de délabrement des routes dans la ville de Douala, vous vous demandez véritablement qui gouverne le Cameroun, ou bien qui a la responsabilité... C'est le président Paul Biya, c'est connu quand même. Non, allez, c'est pour ça. Et qui a la responsabilité... La mairie de la ville de Douala et qui a la responsabilité, n'est-ce pas, d'entretenir ou bien de travailler ces routes pour le compte de la ville de Douala. Moi, je me dis quand même que le problème est énorme. Si on parle aujourd'hui de Bonabéry, c'est simplement parce que Bonabéry a fait des victimes. Votre journaliste qui est allé sur le terrain, Fonrini Marquez, je pense qu'il a fait le gros plan de la qualité de la route. Je vous assure que nous avons l'impression qu'on est dans un champ de patates. C'est-à-dire dans une capitale économique. Un véritable champ de patates. La route est fondamentalement inclinée. Et les trous sont partout. Vous connaissez une route sans pas. Et je vais vous dire que lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de cette route, on semble oublier le carrefour de Koti, avant le tunnel. C'est le même drame qui est en train de se dessiner. Les gens font comme s'ils ne voient absolument rien. Si vous prenez la route Ndokoti, Niala, c'est-à-dire net au niveau du marché 50X, vous serez dépassé. Je vous assure que parfois, je dis vraiment, c'est Dieu qui protège les Camerounais. Et à côté, n'est-ce pas, de cela, il y a aussi un point important qu'il faudrait qu'on souligne. Lequel? C'est celui de l'incivisme des Camerounais. Vraiment, n'oublions pas ça, c'est tellement grave. Je suis de ceux quand même qui pensent que dans les villes vitrines du Cameroun, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua, il faut qu'on pense les stratégies pour trier même les gens qui vont venir dans ces villes. C'est-à-dire, tout le monde doit pas habiter en ville. Tout le monde ne doit pas venir là. Tout le monde ne doit pas venir dans ces villes. Parce qu'il faut qu'on ait le courage de le dire quand même. Hein. Mais comment est-ce qu'on va faire? Non, c'est-à-dire qu'il faut penser une stratégie pour éloigner certaines personnes des grandes villes. Et là donc, définir les grands axes de circulation. C'est-à-dire penser les stratégies de mobilité dans les villes. Parce que ce qu'on observe quand même, Freeze, n'est-ce pas, le surréalisme. Un camion qui est en train de manipuler les motos qui sont tout autour. Ils regardent. Les motos regardent. Mais c'est vrai, on va bien accuser le camion, on va bien accuser les routes. Mais il faut quand même adapter aussi son comportement à l'environnement. Alors, moi, par exemple, qui vous parle. Beaucoup essayent de justifier, Raoul Le Mopi, que c'est notamment la conjoncture, c'est-à-dire les Camerounais sont tellement portés à aller chercher la vie que leur propre vie
ne sert pratiquement Non, plus à rien. Est-ce que c'est une excuse? C'est-à-dire qu'il faudrait pas... On vit un degré de paupérisation ou encore de pauvreté qui fait en sorte que on a l'impression que sa vie ne sert à rien. Parce que... Non, cette construction que certains essayent de faire un peu est quand même semblable à celle, n'est-ce pas, d'un individu qui dit que au lieu de rester dans la marmite, il vaut mieux aller directement dans le feu. Non, c'est pas bon. Il faut quand même qu'on amène aussi les Camerounais à comprendre que on peut bien réussir dans les villages. Oui. Il faut qu'on évite de donner comme l'impression qu'à Douala, on va réussir. Puisque quand vous voyez quand même, si on sort même du contexte de la route, on regarde dans quoi est-ce que certaines personnes vivent à Douala, ce qui tient lieu de maison. On voit comment ils ont abandonné leur village pour venir ici et comment ils souffrent. Mais est-ce que ce n'est pas la responsabilité d'une élite qui passe le temps à dire que l'herbe est plus verte à Douala plutôt que dans les villages? Non, mais quand tu arrives, tu vois que l'herbe est jaune, tu rentres. Le regard des autres, très souvent, c'est une question essentielle. Très souvent, c'est aussi le regard des autres. Moi, je vais vous dire. Oui. Je vais vous dire. Moi, je roule en voiture, je roule aussi en moto. Si vous regardez, moi, je suis venu ici, là, en moto. N'est-ce pas? Vous voyez un camion qui transporte sur son dos, permettez-moi l'image, un conteneur qui n'est pas sécurisé, sur une route en piteux état, et de surcroît à un virage. Et n'oublions pas, il y a une information qu'il faut, n'est-ce pas, communiquer à vos nombreux téléspectateurs. Avant ce virage, il y a un peloton mobile, c'est-à-dire qui gère, n'est-ce pas, le flux de ces camions. Il y a un peloton mobile, c'est-à-dire que avant, peut-être 200-300 mètres avant, vous allez voir cette moto-là garée, la moto de routier avec une petite voiture. Donc, ce camion est passé là-bas. Vous aussi, en citoyen, si je veux supposer éclairé, mais quand tout ce décor-là est planté, vous venez faufiler au travers d'un camion qui est en train de manipuler. Il y a quand même des gens à Douala qui bipent la mort. Qui bipent la mort. Et parfois, ce qui arrive ne me surprend pas. Et il y a aussi une catégorie de passagers. Vous êtes derrière une moto, c'est comme si vous vous attachez comme le fagot de bois. Aucune réaction. Il faut avoir parfois le courage de dire, n'avance pas. Comme ils disent parfois que les gens se disent que mets la tête. Non. Quand vous voyez que le gars est en train de faire une mauvaise manœuvre, descendez de la moto. Parce que quand j'ai suivi le reportage de votre confrère, j'étais sidéré d'entendre que il y a une femme qui rentrait qui revenait. Elle était presque convalescente. Elle est sortie. Elle allait acheter les oranges, tout cela. Vous voyez, quel double mort, parce qu'il faut le dire ainsi. Elle a échappé la mort à l'hôpital pour venir récupérer la mort dans un rond-point. Donc les responsabilités sont partagées. À côté du travail qui n'est pas fait par le ministère du Transport. À côté, parce qu'il faut quand même qu'on le dise, hein, dans la ville de Douala, il y a un préfet qui avait signé une note pour interdire la circulation diurne, notamment des véhicules d'un certain calibre. On avait quand même défini les horaires. Maintenant, on peut se poser la question pour penser la responsabilité de ces autorités-là. Est-ce qu'il est simplement utile de signer un décret sans le suivre? Vous signez une note, vous suivez la note. Vous mettez des gens, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai, il faut aussi qu'on le dise. Un acte administratif qui n'est pas suivi, n'est-ce pas, une obligation, c'est-à-dire une sorte de coercition, est un torchon. Oui. Donc il faudrait aussi quand même que, lorsqu'une autorité administrative, n'est-ce pas, signe, rend public un acte comme celui-là, cette autorité au moins doit veiller au suivi et peut-être même chaque fois de mois faire le point. Est-ce que ce que nous avons dit est réellement respecté? Maintenant, vous avez vu, c'est toujours les motos qui sont impliqués dans ces affaires-là. Vous avez vu les motos écrasées. Vous pensez quand même qu'un conducteur de moto qui a un permis de conduire peut se risquer de telles manœuvres à côté d'un camion qui est en train de manipuler? J'ai vu certaines autorités, je ne sais pas si c'est la communauté urbaine, je ne sais pas le nom qui est encore conseillé ici, c'est le super maire de la ville, qui ont engagé toute une campagne, n'est-ce pas, de formation de ces mototaximens. Et j'ai été surpris de constater qu'il y en a qui boudent cette campagne. C'est-à-dire qu'il y en a qui délibérément refusent qu'on les forme, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'à la connaissance de la route. Parce que certains croient que
La route, c'est comme ça un espace libre où on peut monter, on peut descendre. En fait, la route, c'est un espace ouvert à la circulation publique qui a ses codes. Tout à fait. Il faut quand même que ceux qui circulent sur ces routes soient Puissent informés, au moins pour sauver les vies. Tout à fait. Parce que si vous êtes encore seul sur votre moto, faites ce que vous voulez sur votre moto. Vous mourrez, c'est votre famille qui perd. Mais quand vous allez apporter le père de quelqu'un, la mère de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un, vous n'avez pas pour vocation, n'est-ce pas, de créer comme ça, de fabriquer les orphelins à l'appel, ou bien de créer les deuils par-ci, par-là. Moi, je me dis quand même que cette situation de Bonabéry doit donner à l'autorité de la ville de Douala des raisons supplémentaires pour être ferme dans le contrôle, n'est-ce pas, de ces véhicules qui circulent, dans le contrôle de ces motos qui circulent, mais aussi et surtout doit avoir le courage de sanctionner ces autorités qui ont érigé les postes de gendarmerie, les postes, n'est-ce pas, du port autonome de Douala ou bien de toutes ces entreprises-là, comme justement des impôts supplémentaires. Moi, je crois qu'il faut arriver à un niveau où il faut être sans pitié pour ces gens. Merci, Raoul Lemopi. Alors, on est avec un président d'une organisation de la société civile qui défend d'ailleurs les droits de l'homme, Simon-Pierre Mahen. Avec le cas de Bonabéry, des vies ont été emportées. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a eu une négligence de la part des pouvoirs publics? Est-ce qu'on peut évaluer le coût humain et même économique de cet incident, malheureusement, cet accident? Monsieur Raoul, c'est avec beaucoup de peine que je vais devoir prendre la parole parce que je me mets un peu à la place de ces familles. Je tiens à vous rappeler qu'il y a de cela un mois, j'ai perdu un frère. Oui, à la suite d'un accident de circulation. À la suite d'un accident de circulation. Toujours avec ces gros porteurs. Je peux comprendre un peu les sentiments qui peuvent animer ces familles qui sont endeuillées. Vous imaginez qu'un père de famille, un chef de famille, quelqu'un sort le matin, il estime qu'il va rentrer le soir et qu'il ne retrouve pas le chez lui. C'est difficile à supporter. Et c'est l'occasion pour moi aussi de souhaiter mes condoléances les plus attristées à toutes ces familles. Je voudrais rappeler aussi, tout à l'heure, quand mon copanéliste, M. Jout, était en train de dire qu'effectivement, c'est une petite parenthèse, que le ministère des Transports avait reçu, je crois quand même que de 5 milliards. Il parlait de 5 milliards. Mais je voudrais le rappeler que le ministre ne s'occupe pas de l'aménagement des routes ni de la construction des routes. Il faudrait qu'on sache parfois faire la part des choses. Je ne suis pas là pour être l'avocat du ministre des Transports, mais il est quand même évident qu'on puisse rétablir les faits. Tout à l'heure, on a dit que c'est une nationale numéro 5. La nationale numéro 5 concerne particulièrement le ministère des Travaux publics. Tout à fait. Alors, ce qui veut dire que, sur ce point, des gens sont morts. Une situation à laquelle on ne s'attendait pas. Dans quel contexte? Vous avez décrié ici, généralement, ces conteneurs qui sont transportés de part et d'autre. Tout le monde les voit. Vous voyez un conteneur qui sort du port, il n'y a aucune mesure de sécurité. Posez-nous la question, c'est vrai. Le professeur de philosophie, mon copanéliste, le Mopi a décrié ainsi un certain nombre de choses, mettant aussi l'accent sur certains usagers, des conducteurs de mototaxis et de véhicules. Oui. C'est vrai. Mais est-ce qu'on va d'abord s'attaquer à ces conducteurs de mototaxis? Et je vous dis clairement que est-ce que s'il y avait aussi des mesures de sécurité sur ce conteneur-là, on devait arriver à un tel drame? Forcément, non. Peut-être avec moins de risques. Oui. Parce que même quand un conteneur décide, par exemple, si il y a des mesures de sécurité, il y a des cales qu'on met généralement, les chaînettes qu'on met souvent là, peut-être quelqu'un va aussi voir que peut-être le conteneur est en train de vouloir tomber et puis va prendre des distances pour essayer de s'échapper. Mais ce n'est pas ça le cas. On les voit rouler. Et vous avez très bien dit qu'il y a peut-être un arrêté préfectoral où, je ne sais pas où on est en train de... Et d'ailleurs, je tiens à vous rappeler que aujourd'hui, on dit le Cameroun, c'est un continent. Oui, c'est vrai. C'est vraiment un continent. Parce que eux-mêmes, les Camerounais, ne comprennent plus même leur propre pays. C'est pourquoi on dit que c'est un continent. Comment vous pouvez imaginer que à toute heure, ces gros porteurs-là circulent dans la ville? Ce n'est pas seulement sur la nationale. Regardez seulement ce qui se passe ici dans notre ville, au centre-ville. Oui. Ils roulent aussi à toute heure. Généralement, quand vous essayez, par exemple, de regarder la montée de Happy Sport, regardez ce qui se passe là-bas généralement. C'est très grave. Une montée où vous voyez comment un camion est en train de monter. Et c'est là où j'accuse parfois même aussi des motos, les bensikineurs, généralement qui sont effectivement les vrais concernés même. Parfois on a l'impression qu'ils n'ont même pas d'éducation. Ils n'ont pas ils ne respectent aucun civisme. Vous voyez comment un camion est en train de monter une colline. Oui, vous êtes derrière. Vous êtes derrière.
Et pendant ce temps, vous avez un passager qui ne dit rien. Et quand il y a une situation, on commence à accuser X, on commence à accuser Y. Oui, les responsabilités sont partagées. Il est bien aussi évident de regarder l'état de la route, comme on a vu là tout à l'heure. C'est décriable. Cet état de route est à décrier. Comme un rond-point, comme on le dit. Il y a des trous un peu de partout. Au vu de tous. Alors, Simon-Pierre Mahen, parce que vous avez évoqué la question des trous, la question qui naît à la suite de cette lecture et de cette évocation, comment les routes se dégradent au Cameroun, tout le monde voit. Ça commence par un petit nid de poule, à peine quelques centimètres, qu'on peut rapidement stopper avec un pansement. Mais pourquoi on laisse grandir? Est-ce qu'il y a d'autres volontés derrière de voir que ça grandisse pour qu'on passe les marchés publics et que finalement, il y ait de grosses enveloppes et une chaîne de corruption suffisamment huilée? Est-ce qu'on peut réfléchir ainsi? Vous n'avez pas bien compris le Cameroun. Dites-moi. Le Cameroun, c'est que lorsqu'on sort une enveloppe qui est destinée pour les travaux, on ne fait jamais la totalité des travaux. On fait une partie et on attend que ça se dégrade. Parce qu'on s'attend encore forcément à ce qu'il y aura d'autres enveloppes qui vont permettre de continuer. C'est ça qu'on dit. Pendant ce temps, le suivi et le contrôle. Il n'y a aucun suivi. Pourquoi vous voulez que les routes soient suivies? Les gens vont faire comment pour manger derrière? Les gens vont faire comment pour justifier les détournements? Les gens vont faire comment pour justifier la corruption? C'est tout ça qui émaille un peu ce fonctionnement de voie publique. Donc, on est dans un contexte où chacun fait ce qui lui semble être bon. Quitte à ce que ça plaise ou que ça arrange les populations. Et puis, on va dire qu'effectivement, ce sont les populations qui en pâtissent, ceux qui empruntent les routes. Parce qu'aujourd'hui, regardez bien là où il y a eu cet incident. Ce n'est pas quand même très loin d'une mairie de ville, d'arrondissement. Ce n'est pas très loin d'une mairie d'arrondissement. Alors, Simon-Pierre Mahen, 45 secondes. Qu'est-ce qui doit être fait dans l'urgence dès demain, lundi, pour qu'on ne vive plus ce genre de situation? C'est une question qui sera posée à tous et qui sera répondue en 1 minute. Oui. Il faudrait impérativement qu'un contrôle soit accentué. Commençons d'abord par le paysage, parce qu'effectivement, dans le port, il y a quand même eu des contrôles. Il y a des contrôles, il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a les douanes. Mais quand on parle même de paysage, le paysage, c'est le ministère des Transports, le ministère des Finances. Tout à fait. Donc, si aujourd'hui, on ne parvient pas à avoir un certain contrôle rigoureux, on va toujours se trouver dans les mêmes problèmes. Merci. Merci Simon-Pierre Mahen. Jean-Claude Youth, demain c'est lundi. On suppose qu'on est sorti d'une semaine qui a été émaillée ou du moins assombrie par le deuil. Que doit-on faire pour que dès demain lundi, on ne se retrouve plus jamais au Cameroun dans ce genre de situation? Il faut quoi en 1 minute? Non, il faudrait aussi que vous sachiez que nous sommes dans une capitale économique et que nous avons aussi besoin que l'économie tourne. Honnêtement, si nous resserrons dès demain lundi le contrôle sur la qualité des véhicules, des camions, parce que ici, les uns et les autres ne se rendent pas compte. Regardez bien, observez bien. Il y a 2 natures de qualité de camions. Les camions qui circulent en zone urbaine et les camions qui font le transport interurbain. Les camions qui font le transport interurbain respectent à peu près les conditions, tout au moins d'entretien. Mais regardez les camions qui circulent en interurbain, c'est-à-dire le conteneur part du port pour un magasin X quelque part dans la ville. Ils ont segmenté cela en zone 1, zone 2, zone 3, ainsi de suite. Vous allez constater que si vous décidez de checker tous ces camions-là, demain, vous n'aurez même pas 10 conteneurs qui vont sortir du port. Est-ce que ce ne sera pas une solution efficace? Et nous serons les premiers à constater qu'il y a paralysie économique. C'est aussi ça aussi, notre économie pour l'instant. Parce qu'en réalité, les mêmes opérateurs économiques, dès que vous allez leur demander d'investir aussi qualitativement, ils vont vous dire que les banques ne prêtent pas facilement, ou bien ils vont vous dire qu'ils vont répercuter cela au niveau du coût de revient des produits. Et non, je suis en train de vouloir vous donner un certain nombre de leviers. Parce que vous allez chuter. Voilà. Vous allez chuter Donc, le temps. c'est pour vous dire que la sécurité, c'est un tout. Et le fonctionnement de l'économie, c'est également une préoccupation pour l'État. Le droit à la vie, c'est une préoccupation pour l'État. L'amélioration des conditions de vie
urbaine également, c'est une préoccupation de l'État. Ce que nous devions faire là, en ce moment, 10 secondes. Il nous faut les conclusions d'abord de cette enquête. Merci. Parce que si nous ne connaissons pas, est-ce que le problème était au niveau de l'empotage? Alors là, c'est... Est-ce que le problème était au niveau de l'entretien du véhicule, la responsabilité individuelle, la qualité des routes ou bien même l'incivisme des populations? Il faudrait que nous sachions de quoi il s'agit. Il faut qu'on revienne rapidement, qu'on ait rapidement les conclusions de l'enquête. Voilà. Clément Jo, dès demain, on insiste là-dessus. Les Camerounais disent qu'ils en ont marre. Au-delà, par exemple, de la faim qui terrasse beaucoup de personnes, il faudrait justement aussi que les routes en fassent peut-être moins. Qu'est-ce qu'il faut pour que plus jamais on ne puisse avoir ce genre de choses? On a décrit ici deux types de camions, ceux qui sont en zone urbaine ou encore en zone interurbaine, mais ceux qui sont en zone interurbaine traversent quand même les postes de contrôle. On fait quoi dès demain? Oui, je voudrais rectifier quelque chose. J'avais parlé des ministères des Travaux... des Transports. Non, Travaux publics. C'est Travaux publics qui y a voilà. 5 000 milliards en 10 ans, Travaux publics. Merci. Oui. Je voudrais dire quelque chose. Il faut déjà désengorger la ville de Douala. Si vous prenez, il y a 40 ans, quelles étaient les villes qui étaient concentrées? Vous aviez Yaoundé, Douala, Nkonsamba, oui. Bafoussam, Boya, Garoua. Mais aujourd'hui, quelles sont les villes où il y a beaucoup l'exode rural? Douala. C'est Douala, Yaoundé. Pourquoi? Parce que l'État a négligé délibérément les autres villes. Est-ce que vous saviez que la majorité de ceux qui nous gouvernent, bon nombre ont fréquenté Nkonsamba? Tout à fait, tout à fait. Allez regarder comment Nkonsamba est délabré aujourd'hui. C'était l'une des villes qui était la ville agricole qui bougeait le plus dans les années 60-70. Dans les années 60-70 jusqu'en 80. Pourquoi on ne peut pas désengorger la ville? C'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut parler de l'incivisme des citoyens. Et en dehors de l'incivisme, il faut, quand vous êtes un État, vous deviez sécuriser la ville. Vous ne pouvez pas, au nom de la tolérance administrative, laisser chacun faire comme il veut. C'est ça. Et ce système-là, ils le font sciemment. Dans beaucoup d'entreprises, même les entreprises, on vous parle de la tolérance administrative. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un dans la ville de Douala. Moi, je vais souvent sur les motos. Vous prenez quelqu'un qui ne sait même pas dire un mot en français. Mais vous prenez un gars qui ne sait pas dire un mot en français, comment il va accepter que vous lui faites un permis A? Il sait que permis A, c'est quoi? C'est la première des choses. Attendez, il sait que permis A, parce qu'il y a quelque chose qui est fondamental. L'appauvrissement, le manque de travail, le chômage, c'est ça qui a poussé l'État à laisser les Camerounais faire n'importe quoi. Parce qu'à un certain moment donné, on a peur de la révolte. Parce qu'on ne tend pas la main, on leur a rien donné. Vous avez dans un pays, comment vous pouvez vous rendre compte que vous êtes un usager? Vous voyez un engin de cette espèce, de cette catégorie, en train de manœuvrer. Et vous êtes là, vous regardez. Alors que vous savez que c'est possible qu'un incident se produise. La première des choses, c'est quand vous regardez l'engin manœuvrer, vous vous écartez. C'est la première des choses. C'est le premier réflexe. Merci. Mais pourquoi? Tout simplement parce que les Camerounais, on a pratiquement zombifié les Camerounais. Alors, merci Clément Jo. On revient à vous et là, on sort de la thématique. Admettons que vous choisirez l'un des postes qui vous conviendra. Vous êtes ministre des Transports dès demain, vous êtes ministre des Travaux publics dès demain, vous êtes DGSN, pourquoi pas, dès demain, vous êtes le remplaçant, pourquoi pas, du secrétaire de l'État à la gendarmerie, non, ainsi du président de la République. Ah, du président. Alors, vice-président, admettons, vice-président. Admettons que vous êtes vice-président demain, Raoul Lemopi, on fait quoi pour éviter les accidents? Il est mort sur la route. Moi, Alors, pour être un peu plus sérieux, il faut simplement qu'on essaye de comprendre ce qui dégrade nos routes et penser, n'est-ce pas, les voies alternatives.
il faut par exemple ressusciter le fer, le chemin de fer au Cameroun. Parce que c'est quand même curieux. Les gens se plaignent de la route de l'Ouest, que la route là se gâte à tout moment. Mais il faut aussi voir l'intensité du transport. Il faut voir l'intensité du transport et la mauvaise foi de ceux qui sont chargés de construire les routes. Mais moi, si j'étais le vice-président du Cameroun, je devais commencer d'abord par réhabiliter, n'est-ce pas, le secteur ferroviaire au Cameroun. Regardez un peu. Encore qu'il y a longtemps, ce projet qui partait du Trans-Camerounais direction nord, j'allais dire sud, qui partait de Douala jusqu'à Bafoussam, mais qui malheureusement s'était arrêté du côté de Nkonsamba au terminus. Voilà. C'était justement le projet de l'exploitation de la bauxite de Fongo-Tongo. Monsieur Djou a ouvert une très bonne porte. Regardez un peu, les conteneurs qui partent de Douala pour Yaoundé. Si le chemin de fer, n'est-ce pas, était viabilisé, on ne serait pas en train de bousculer les gens en route avec les conteneurs, n'est-ce pas? On porterait ces choses tranquillement, ça passerait dans la brousse et ça arriverait en Nkonsamba sans problème. Je veux vous dire que derrière le refus de ressusciter le chemin de fer, il y a toute une économie du crime. Moi, c'est clair. C'est que ceux qui gèrent les camions là, ils sont tapis, n'est-ce pas, dans les cercles du pouvoir. Ils savent pertinemment que si on réhabilite le chemin de fer réellement au Cameroun, parce que ce n'est pas aujourd'hui que le ministre des Transports, le ministre Ngale Bibé, n'est-ce pas, parle, n'est-ce pas, de cette réhabilitation. Mais les rails ont déjà été achetés par les entreprises et transformés en clous, entre autres. Regardez pourquoi ça traîne. Parce qu'il faut discuter avec les barons du système qui ont les camions, par-ci, par-là. Je discutais avec un néné qui me faisait comprendre qu'il y a quelqu'un comme ça qui lui a dit que son patron, parce qu'il est transporteur, que son patron a plus de 800 camions. Vous voyez? Plus de 800 camions. Pour un individu. Pour un seul individu. À partir de ce moment, est-ce qu'il sera disposé, s'il doit signer un document qui porte, n'est-ce pas, réhabilitation du chemin de fer, est-ce qu'il va facilement... Regardez les routes qu'on est en train de présenter là-bas. Mais ces routes-là montrent le visage même de la gouvernance au Cameroun. Merci. Et prenez un peu l'autre exemple. On sort. Le tronçon, j'ai parlé de Yaoundé, de Douala, Nkonsamba. Prenez Nkonsamba-Kumba. Mais regardez quel détour on fait pour arriver à Nkonsamba, à Kumba avec les marchandises. Vous pensez que si notre pays était porté par des visionnaires, ceux qui ont à cœur les questions véritablement primaires des Camerounais, on serait en train de juster la route avec les motos, les voitures, tout cela. Et si on prend le cas de Bonabéry, à Bonabéry, il y a une ancienne route, il y a une nouvelle route. N'est-ce pas? Pourquoi, pour le besoin de la cause, dès demain, qu'on interdise aux motos de passer sur l'ancienne route, qu'ils empruntent plutôt la nouvelle route, celle qui, n'est-ce pas, sort du côté du, je crois que c'est le lycée bilingue ou bien le lycée polyvalent, et laisse au moins l'axe principal aux camions, aux voitures et aux engins, n'est-ce pas, apparemment similaires. Parce que, si vous regardez très bien, si on avait organisé les choses un peu de cette manière, je peux me tromper aussi quand même, si on avait organisé quand même les choses de cette manière, même en cas d'accident, on ne trouverait pas autant de morts. Parce qu'on a au moins l'avantage que... On a au moins ça se rejoint. Mais on a au moins l'avantage, on a au moins l'avantage qu'ici, là, on fait circuler les motos ailleurs et puis les voitures ailleurs. Merci. Et c'est un peu désolant aussi parce que... Une seule seconde. C'est un peu désolant parce que ceux qui ont pensé le projet du deuxième pont sur le Vouri, on est arrivé dans un système entonnoir, c'est-à-dire que on a un sommet qui est bien large et puis on avance, on tombe sur une piste. Pourquoi ceux qui ont pensé ce système-là ne se sont pas aussi imaginé une équation où on doit avoir les mêmes nombres de voies, par exemple jusqu'à Sodiko ou bien jusqu'à Bekoko? Mais je me dis, c'est des options qu'il faut mettre sur la table. Merci Raoul Lemopi. Il faut se rappeler, il faut se le dire. Dans une interview que nous a accordée le délégué régional des travaux publics pour le littoral, il nous faisait déjà part d'un projet qui partirait, je crois, de Aquanor jusqu'à pratiquement Souza. Un truc de ce genre, quelque chose comme ça. Et disait-il, le projet était suffisamment maturé, mais ce qu'on craint justement, c'est que entre la maturation et la mise en œuvre du projet, parfois,
qui il y a donne pas le mal troisième d'eau. pont sur le Vouri. Il y a pas mal d'eau qui sur coule le sous les Vouri. ponts. Parlons d'autres choses actuellement, madame, messieurs. Le Cameroun a également vibré ces derniers jours avec l'actualité d'un faux vrai décret de nomination du vice-président de la République. Un décret qui portait justement le nom de monsieur Sichom Joan comme vice-président de la République du Cameroun. Ce décret, donc, on va le dire, alimenté et fait les choux gras de la presse. La Fond Télévision n'est pas restée, on va le dire, sans réaction. Voici une analyse et une lecture qui a été faite à ce sujet par Roland Tchapi. Suivez. Le fait est présenté comme un coup d'État, pas moi. Une enveloppe souplie fermée portée à la radio nationale. Le contenu devait être lu au journal et n'était autre que la formation d'un gouvernement et la nomination d'un vice-président. La supercherie a été découverte et déjouée. La qualification de coup d'État est retenue ici de par l'objectif visé par la manœuvre, à savoir renverser un gouvernement. Dans l'absolu, on ne saurait en principe parler d'un coup d'État dans ce cas, puisque le président de la République n'était pas visé et est même supposé être le signataire des documents. Mais à y regarder de près, on est dans le schéma d'un coup d'État. Déjà faire croire que le président de la République a signé un document, c'est usurper son identité, en d'autres termes, prendre sa place. Ensuite, si l'imitation de sa signature permet de nommer un vice-président qui peut le remplacer en cas d'indisponibilité, c'est se préparer à le rendre indisponible pour prendre sa place physiquement après l'avoir prise numériquement. Le dessein ne peut être que celui-là derrière cet acte. La stratégie était bien pensée et sans doute les mesures prises pour neutraliser une éventuelle résistance qui pourrait naître du doute de l'authenticité dans ces nominations par une partie qui a intérêt dans l'affaire. Qu'importe, le sol est de toute façon bien préparé pour que les plantes poussent. Il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'il y en a dans la classe gouvernante, de manière active ou passive, des personnes qui rongent leurs freins depuis au moins le 6 novembre 2025. L'impatience est montée d'un cran après le discours de fin d'année, quand Paul Biya promettait dans quelques jours un nouveau gouvernement, encore un peu plus après le discours du 10 février à la jeunesse. Tout cela couronné par la modification constitutionnelle du mois d'avril 2026 instaurant le poste de vice-président. Les ministrables et les secrétaires, entre guillemets, se sont sans doute dit que la marmite est désormais prête pour être servie. Mais rien n'y fait. L'attente dure depuis lors, encore et encore, au point de pousser les uns et les autres à vouloir forcer pour arriver. On est dans une situation où un usager, là d'attendre dans la salle d'attente, se décide à forcer la porte pour entrer, ne comprenant pas pourquoi on tarde à le recevoir. L'impatience serait alors à l'origine de la tentative, tout comme il pourrait aussi s'agir de prêcher le faux pour obtenir le vrai, pousser le président de la République à libérer ses cœurs suspendus à ces 17 heures qui n'arrivent pas depuis bientôt 8 interminables mois. Merci à Roland Tchapi. D'ailleurs, nous vous donnons lecture in extenso de ce faux vrai décret du président. Alors, vu la Constitution, vu la loi numéro 26/002 du 14 avril 26, modifiant et complétant certaines dispositions constitutionnelles du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi 96/06 du 18 janvier 96 et la loi numéro 2008/001 du 14 avril 2008, décrète, article 1er, Monsieur Sichom Joan est donc à compter de la date de signature du présent décret nommé vice-président de la République. Article 2, le présent décret sera publié suivant la procédure d'urgence puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Et d'ailleurs, c'est signé à Yaoundé le 8 juin 2026, le président de la République. C'est arrêté qu'on pourrait d'ailleurs avoir à l'écran à tout moment. Ce faux vrai décret, Clément Joux, est-ce qu'on peut se dire que là, on assiste à un coup d'État institutionnel ou alors informationnel? Bon, vous savez, le système féodal que M. Biya a mis sur pied. Est-ce que c'est pas fort là quand même? C'est pas fort. C'est pas fort. C'est le système féodal que M. Biya a mis sur pied. Et avec un système odulatiste qui continue, c'est normal qu'il se neutralise. C'est normal qu'il se neutralise. Maintenant, il faut que les Camerounais comprennent quelque chose. Quoi? D'après les petites informations que nous avons recoupées, c'était pas là. Cet individu dont on parle est venu à l'Arciartifi la première fois avec un pli fermé. Oui. Il a été renvoyé. Il est venu la deuxième fois avec un pli fermé. Il a été renvoyé. C'est à la troisième fois
que M. Biina, Aimé Robert Biina, contacte son patron, c'est-à-dire Charles Ndongo, pour lui faire part du document. Et que Charles Ndongo, à son tour, essaye de contacter Genève pour se rassurer de l'authenticité du document. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est un vrai document. Alors pourquoi vous le dites? Et comment vous pouvez le dire avec autant de certitude? Regardez les indices. Un Camerounais lambda ne s'assoit pas. Si vous voyez l'indice qui crée le poste de vice-président, cet indice-là, je crois, c'est l'article 202. Et après ça, le gars a pris le soin de parler de 203. Ça veut dire que minutieusement, c'est quelqu'un qui s'y connaît, qui connaît l'appareil, comment ça fonctionne. C'est la première des choses. Oui. La deuxième des choses, comment un individu comme ça peut entrer à la CRTV? Quels sont ceux qui font la sécurité à la CRTV? C'est bien la police, non? Tout à fait. Il n'a pas été inquiété, première fois, deuxième fois. Troisième fois, M. Ndongo appelle pour se rassurer. Je voudrais dire quelque chose au Camerounais. S'il y avait eu le nom de Biina, de Ndongo comme ministre, est-ce qu'il y a eu 2 décrets? Un décret nommant le vice-président et un décret du remaniement. Pourquoi ils n'ont pas lu l'un des 2? Première des choses. Alors, ils n'avaient pas vocation à le lire, parce que là, ils ont essayé de se rassurer du côté de Genève. Et l'information qui ressort, c'est que c'était un fake. Monsieur Xavier Long, si Charles Ndongo avait vu son nom comme ministre, ou M. Biina comme ministre de la République, vous êtes certain qu'il n'aurait pas lu? Alors, personne ne peut le dire. Voilà. Personne ne peut le dire avec certitude. En principe, je suis là sur le fond. Et je vais arriver sur la forme. En principe, c'est 2 camps qui se neutralisent. Et après, vous croyez qu'on a nommé un individu, quelqu'un est venu avec un pli fermé ayant écrit son nom, il a oublié une partie de son nom. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trompez, on a une manière de tromper les Camerounais. Alors vous insinuez quoi? Que le nom qui était sur le décret, c'est pas le vrai nom qui se retrouvait. Est-ce que vous voulez nous faire comprendre qu'il y a eu des transformations ou du moins des modifications? Justement, il y a eu des modifications. Quand vous regardez même, vous voyez qu'on a inséré avec la main. Vous croyez que moi je veux être nommé, je mets mon nom d'une telle manière que les gens vont encore se poser des questions? Je vais être nommé vice-président. Je viens avec une lettre où je vais être nommé vice-président. J'écris mon nom comme si les gens... C'est moi qui vais déposer ça. Et tu rates ton nom. En dehors de ça, est-ce qu'il n'y a pas des canaux pour ce style de décret? Pour ceux qui ont... M. Biina, ce n'est pas la première fois qu'il est décret, non, à ce que je sache. Alors, il est généralement admis que pour des décrets aussi délicats, c'est une équipe, notamment des hommes bien armés, qui accompagnent... C'est ce que je suis en train de dire. Mais je vous pose une question simple. On a sorti un homme, Osba Babou, qui a été nommé, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, c'était le poste de vice-président. Bon, là c'est vous qui le dites, on non, peut pas le non, il faut le dire. Il faut pas, on n'est plus dans un état où on a peur. Il faut dire les choses. Ils sont en train de se déchiqueter les uns contre les autres. Ils cherchent des boucs émissaires, les gens qui vont sacrifier. Il faut le dire. Mais maintenant, ce que je voulais que les Camerounais comprennent, c'est les services de la police qui se trouvent à la CRTV. Cet individu-là, il est où? Si on veut recouper normalement les informations, il est où? À l'heure où nous parlons là, il est où? Il est dans les services, dans la gendarmerie quelque part. C'est-à-dire que si vous voulez savoir d'où est venu le vrai faux décret, parce qu'il était censé être à la police, puisque c'est la police qui fait la sécurité à la CRTV. Comment se trouve-t-il à la gendarmerie? Comment un membre de sa famille, jusqu'aujourd'hui, ne s'est pas levé pour s'offusquer qu'on a arrêté mon frère pour rien, ou on a arrêté mon mari pour rien, ou on a arrêté mon fils pour rien? En 30 secondes pour conclure, vous voulez nous dire quoi? Qu'il y a eu une instrumentalisation, c'est ça? Vous savez, si vous lisez le livre d'Atangana Mbara, il dit que quand vous êtes à côté de Biya, vous avez envie de prendre le pouvoir. Parce qu'il laisse des choses incroyables. Vous savez, quand on vit dans un système, quand vous avez fabriqué des monstres, comme ceux qui sont auprès de lui, qui ont théorisé les Camerounais, et ça, c'est la conséquence de l'élection présidentielle de 2025. Qu'un président de la République, ses compatriotes, en leur disant,
le remaniement aura lieu dans quelques jours. Quelques jours dans le dictionnaire, c'est 6 jours maximum. Il récidive à la jeunesse, qu'il estime qui est le frais de relance de la nation. Je vais former un gouvernement. Nous sommes à 8 mois. Dans les prochains jours. Nous sommes à 8 mois. Est-ce que vous trouvez logique? Est-ce que vous trouvez logique que dans un pays comme le nôtre, qu'il y a eu une déclaration d'un journal que eux-mêmes ils finançaient à l'époque, parlant de la santé du président de la République, le ministre de la Communication est quand même sorti. Mais quelque chose de grave comme celui-là, il n'a même pas dit un mot. C'est vrai. Un seul mot. Et ce n'est pas par la scientifique qu'on apprend ça. Et ce n'est pas. On apprend ça par d'autres canaux. Même un seul mot. Sur quelque chose aussi grave, entre guillemets. Pémanchou, merci pour cette lecture. Jean-Claude Youth, en écoutant Clément Joux, ce sont là les conséquences de la non-nomination d'un nouveau gouvernement. Est-ce que l'attente a été tellement longue, comme l'a dit Roland Tapi, au point où certains, là d'attendre, décident de s'inviter eux-mêmes? Est-ce que le laxisme aurait donc conduit à ce faux ou encore ce coup d'État manqué, ce coup d'État informationnel ou alors institutionnel? Vous nous imposez un débat de les rumeurs et de tout. Alors, je n'impose pas, ce n'est pas en dehors de la société. C'est d'ailleurs ce qui fait l'actualité, qui cristallise les esprits. Jusqu'à ce que vous avez même réussi l'exploit de lire un faux truc. On veut comprendre. Sur un plateau et dans un média sérieux. Ça voudrait dire que vous êtes en train de donner corps à cette imposture. Mais il y a des gens qui ont lu les décrets dans ce pays. C'est-à-dire le lit même. Le lit voudrait dire que vous êtes même en train de vouloir nous imposer même le faux document. Non, attention. On va rapidement vous empêcher de dire ça parce que ça s'appelle la distorsion de l'information. Et celui qui est à la maison, effectivement, va nous imputer cela. Nous n'en sommes pas les commanditaires ou du moins... Vous n'êtes pas obligé d'être des relais. Pourquoi vous le dites? Parce que c'est l'information. Non, on refuse que vous nous donniez les cours de journalisme là-dessus. Bon. Arrêtons-nous uniquement à l'analyse. Permettez-nous de répondre à vos questions. On vous demande peut-être de retirer cela. Revenons au débat en lui-même parce que ça s'appelle effectivement la distraction. Et rassurez-vous, je suis hyper concentré. Ça ne passe pas suffisamment. Alors revenons à la question. Est-ce qu'on a tellement attendu au point où ça a entraîné cela? Non, c'est pas comme ça. Je vous dis, la réalité est simple. Il y a un fake news qui est avéré, dont tout le monde a eu les preuves que c'est un fake. Mais... Comment c'est? Il n'y a pas quelqu'un qui est parti à Sciative avec les papiers. Mais on dit que quelqu'un a voulu amener un faux document. C'est ça qu'on appelle fake, non? La question qu'on pose, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Mais comment on en est arrivé là? Comment nous sommes sous l'air? Arrivé là? C'est là la question. Vous nous ramenez sur... Nous avons lu quelque chose. N'oubliez pas dans ce registre. N'oubliez pas que nous avons eu dans ce pays des gars qui faisaient les faux passeports. Ils ont été arrêtés jusqu'à ce qu'on a sophistiqué le passeport. N'oubliez pas que la fausse carte nationale d'identité était produite ici, donc c'était en carton et tout ça. N'oublions pas que nous, on a arrêté des faussaires avec les sceaux de la République. On les trouvait dans tous les coins de nos grandes villes. Ils ont été arrêtés. N'oublions pas également que l'intelligence artificielle existe aujourd'hui et que grâce à l'intelligence artificielle, on est à même de pouvoir... Parce que lorsque vous êtes en train de dire que le gars a trop réfléchi ou bien ceci, non. L'intelligence artificielle, dès que vous mettez les données et vous lui dites de vous se projeter, il vous projette un décret. Et ils sont les noms de l'entourage. Alors, maintenant, parce que le nom de cette identité de personne, nous on ne connaît pas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ou bien observé celui-là. Mais il y a d'abord... laissez-nous nous dire... Ce que vous avez dit ne veut pas dire que vous étiez pertinent. Bon, alors, Clément, je vous permets... ce n'est pas m'empêchant de parler que vous êtes pertinent. Alors, donc, je voulais par exemple dire que quant à la manière de pouvoir rendre public l'organisation mais la formation d'un gouvernement, honnêtement, j'ai suivi les uns des autres qui disent que ça doit passer avec des gardes et tout. Dans les pays développés, on descend au perron du palais,
on lit, le président de la République a nommé, terminé. Alors, vous avez dit dans les pays sérieux? Non, je dis dans les pays développés, ça se fait ailleurs. Ouais. Donc, ce que je voulais dire, que ce n'est pas forcément le mode le plus sécurisé, ce que nous connaissons là. Il faudrait que ce qu'on peut quand même noter, c'est que apparemment les Camerounais sont dans l'attente, effectivement, du gouvernement. Le président de la République. Vous revenez finalement à la réalité? Non, pas qu'on vous revient. Il y a un gouvernement. Et autre chose, le poste de vice-président, on a dit le président de la République peut se faire assister. Donc ça voudrait dire qu'on peut former un gouvernement sans qu'on ne nomme un vice-président de la République. Hein. Je vous rappelle, et ça on l'a dit sur plusieurs plateaux, la Constitution prévoyait le Sénat depuis 1996. On a mis le Sénat en 2013. Tout à fait. Mais je ne vois pas pourquoi il y a eu cette gesticulation. Pourtant, en réalité, le Sénat était prévu et on disait très bien qu'en cas de vacances, c'est le président du Sénat qui devait assurer l'intérim. Alors, pour le cas d'espèce, je crois que certaines dispositions constitutionnelles font état de ce que c'est le vice-président qui est chargé de constater la vacance du président. Est-ce que, fort de toutes ces informations que nous détenons, est-ce qu'il y a une sorte d'empressement? Parce que là, les Camerounais veulent comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Cameroun. Et c'est de leur droit. Le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas le vice-président qui constate la vacance. C'est le Conseil constitutionnel qui constate la vacance après consultation. Et le vice-président peut remplacer immédiatement le président. Le vice-président peut achever le mandat du président. Il achève le mandat. Il achève. Oui. Mais il peut renoncer à ses fonctions. Non, mais comment il va achever? Les je dis que les dispositions lui permettent de le faire. Mais il y en a qui peuvent renoncer. Donc, ça dit que je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas aller dans le conditionnel. On peut vous dire que vous êtes ministre, vous dites je refuse d'être ministre. Non, je ne refuserai pas. Si ça arrive, je serai ministre. Oui, non, je vous donne un exemple. Vous pouvez dire je refuse d'être ministre. On a connu des DG qui ont estimé qu'après avoir passé tel nombre d'années, ils sont pour eux obsolètes, ils ont démissionné. Non, ils ont seulement respecté la loi. Non, mais je dis qu'ils ont démissionné, ça veut dire qu'ils ont renoncé à l'exercice. On va chuter, je vais chuter pour tout simplement dire que la première des choses, c'est la vigilance, de vérifier effectivement et le traitement d'informations qui a été fait par le média, la CATV et tout le reste pour pouvoir vérifier. Vous également, vous avez vérifié. Mais il y a eu un document. Il y a eu un imposteur, puisqu'il a été interpellé. Comment je vais nier qu'un imposteur a été interpellé? Mais maintenant, je pars du fait que le jour-là, et où ceux qui disent qu'ils ont vu le document ne l'ont pas lu, ne l'ont pas rendu public. C'est plusieurs jours après, c'est-à-dire au moins 2 jours après, qu'on constate maintenant qu'il y a une circulation d'un nouveau document et qu'on renvoie à dire que c'est ce document-là. Comment je vais faire le lien et être sûr que c'est celui-là qui avait été bel et bien vu par le journaliste qui devait le lire? Je ne peux pas faire le lien. Il faudrait maintenant qu'on nous dise sur le document, par exemple, que vous avez lu. Il peut être mis en circulation dans les réseaux sociaux et pour pouvoir chercher à faire une continuité. Parce que rien n'est prouvé que ce que les journalistes de la CATV ont refusé de lire, c'est bel et bien ce que nous avons dans les réseaux sociaux. Parce que ce jour-là, personne ne nous a lu les documents. D'où nous sommes en droit de dire exactement ce qui circule effectivement sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà, maintenant, et là vous devez donc ajouter, nonobstant la vérification, parce qu'en réalité, c'est pas parce que nous avons vu ce qui circule. Nous l'avons dit d'autre manière. Je n'ai pas dit que vous n'êtes pas pour cela, mais je dis que je dis que le conditionnel ici est que je dis que le conditionnel ici est que comme on n'a pas révélé à l'instant T ce fameux pli fermé qui était arrivé et on nous a rendu public, on peut croire que c'est un nouveau laboratoire scientifique qui s'est mis en branle pour pouvoir nous dire voilà le document. Et autre chose, on nous avait annoncé 2 documents. Un seul est aujourd'hui mis en circulation. Mais pourquoi un seul est mis en circulation? Alors ce laboratoire n'a pas encore fini de constituer le gouvernement qui était déjà constitué. Jean-Claude, merci. Donc c'est pour cela que nous nous interrogeons. J'allais dire Raoul Lemopi, on revient. Ce faux document, ce faux vrai document ou ce vrai faux document actuellement en circulation, alors qu'est-ce que cela vous inspire?
lorsque vous faites la lecture, notamment du contexte que traverse le Cameroun aujourd'hui, certains ont parlé de 2 documents, mais un seul actuellement est en circulation. Pourquoi pas le deuxième? C'est une question qui naît d'elle-même. Je pense que pour bien répondre à cette question, si la technique pouvait nous aider, qu'elle nous présente encore l'image, n'est-ce pas, du vrai vice-président du Cameroun. Parce que alors, je crois que vous avez l'image là à l'écran. Voilà donc notre vice-président. Non, ce n'était pas lui seul. Ça, c'est le porteur du pli. Comment vous voyez encore comment c'est donc on dit le porteur du pli. Ce n'est pas lui qui est le vice-président de ce faux document. Son nom a figuré sur les réseaux sociaux comme document. Vice-président. Ah ben. On vous écoute, Raoul Lemopi. Vraiment. Non, je crois quand même que YouTube veut expliquer trop de choses. Je n'explique pas. Je dis que je ne comprends pas pourquoi le même jour, on ne nous présente pas ce document. Et maintenant, on nous présente le laboratoire d'un autre document. Plusieurs jours après, je vous dis que l'intelligence artificielle existe. Non, il faut qu'on dise simplement des choses. Oui. C'est-à-dire que si on va mettre en vitrine, je crois que M. Djou a commencé par bien déblayer le chemin. Si on doit mettre en vitrine, n'est-ce pas, l'audace inédite de ce vice-président-là, on peut quand même dire que si c'est vrai tout ce qui est dit, un pareil individu, n'est-ce pas, rouleur, simplement pour une faction, n'est-ce pas, qui est engagée dans la succession de Paul Biya au niveau de Yaoundé. Donc il faut qu'on le dise très clairement à vos nombreux téléspectateurs. Il faut aussi dire que cette situation, n'est-ce pas, est révélateur de 3 grands événements, bien de 4 si on va le dire ici. Rapidement, le premier. Le premier, n'est-ce pas, c'est l'extrême vulnérabilité du système gouvernant au Cameroun. Vulnérabilité. Oui, l'extrême vulnérabilité. Le deuxième élément ici, c'est l'immense fébrilité autour de la succession au sommet de l'État. Et si on vous parlait du troisième élément, il montre que les esprits sont désormais focalisés sur la Prémbia. Il faut qu'on le dise clairement à vos nombreux téléspectateurs. Et le dernier qui me semble plus important, c'est qu'il confirme que la bataille pour le contrôle de la transition est désormais ouverte et que cette bataille prend, n'est-ce pas, des formes de plus en plus agressives. Oui. Il ne faut donc pas être surpris qu'un matin on se lève, que la faction qui se sentit lésée, n'est-ce pas, par ce décret, qui en vérité pour moi est un vrai décret. Ah, pour vous? Non, oui. Décret. Et je vais essayer de construire. Nous sommes les entrepreneurs de la pensée. On vous écoute. Mais nous allons dans la logique, ou alors le principe que le document actuellement en circulation est un fake. Non, il ne faut pas que les gars de Yaoundé nous prennent pour des cons. Qu'on ne nous fasse pas passer pour des idiots. Qu'on vienne nous dire comment, n'est-ce pas, quelqu'un comme ça à Bounas peut se lever, commencer à écrire des choses, et puis il fait les Camerounais font les faux diplômes. Non, il fait fi. Il fait fi de la sécurité. Et falsifie les signatures des ministres. C'est pour vous dire que les Camerounais sont capables de le faire. Mais c'est quand même... Monsieur Youd. Non, mais c'est quelque chose de... Xavier, qu'est-ce qui est plus lourd comme faux diplôme? Xavier, c'est très bien qu'un gars du DPC reconnaît que son système a fabriqué le faux. C'est très bien. Alors, c'est vous qui très bien. C'est très bien. Les Camerounais fabriquent les faux diplômes. J'étais en train de dire ceci, monsieur. Pour vous, qu'un gars... Il y a tous les indices qui montrent que c'est un vrai décret. Il a bien expliqué ça. Qu'un gars de Bonas, qui sait à quoi il s'attend, si on l'arrête, se lève là, il s'approprie, n'est-ce pas, tous les sceaux de la République, il falsifie la signature du président de la République, il nomme le gouvernement qui sont à monter, les mêmes qui sont là. Quel intérêt a-t-il, lui qui veut être le vice-président? Au lieu de nommer ses amis avec qui ils sont à Bonas, c'est les mêmes gens du système. Est-ce que vous avez vu ce gouvernement pour dire qu'il a reconduit la question reste quand même posée. Vous permettez, M. Youd? Oui, là également... M. Youd, je vais vous dire quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait pour les artificiers de l'association de Paul Biya de présenter ce qu'eux-mêmes ils ont arrangé, c'est-à-dire que le décret nommant le vice-président renseigne exactement sur ce qui est contenu dans les documents là. Il faut qu'on se le dise. Nous sommes ici en train de faire dans l'analyse. Hein? Et c'est la raison pour laquelle je vous dis clairement, et je souscris à ce que M. Djou a dit, qu'il s'agissait d'un vrai gouvernement. Et moi, je peux imaginer ce qui se serait passé. C'est que sûrement, la faction qui est assez active a compris que les noms qui se trouvaient, n'est-ce pas, n'étaient pas les noms de nos gars. Et là, maintenant, il fallait se renseigner.
Et quand ils disent qu'ils ont appelé Genève, c'était sûrement pour l'arbitrage. On lit ou bien on ne lit pas. Et là, on continue de dire que c'est une hypothèse. Non, c'est une hypothèse. Laissez-moi je parle comme moi je parlais. C'est une hypothèse. Non, nous sommes obligés de rappeler. Parce que sinon, on va se retrouver au Conseil national de la communication. On ne voudrait pas. Raoul, c'est une hypothèse, oui. J'ai bien dit dans mon propos liminaire que c'est une construction. Oui. C'est-à-dire, c'est un produit de mon imagination qui prend appui, n'est-ce pas, sur des indices que M. Djou a mis sur la table. Oui. Lorsqu'on veut, n'est-ce pas, lorsqu'on veut comprendre la situation qui s'est produite à la CATV, indépendamment d'une logique de fin de règne, on ne comprend plus rien. Mais pour bien comprendre ce qui se serait passé, il faut intégrer l'acte, n'est-ce pas, de notre vice-président, on se fait comprendre, dans le sillage d'une bataille à mort pour la succession de Paul Biya. Et que le fait qu'un individu comme ça parte de Bonas avec ses papiers pour venir les déposer à la CATV est surréaliste. En fait, il s'agit de quelqu'un qui roule pour une faction, qui est venu déposer les nominations et que les gars de Yaoundé auraient lu les documents et se seraient dit où sont nos gars, et pour s'assurer qu'effectivement, que toutes les factions en présent, parce qu'il faut le dire, ce sont des factions publiquement connues, ce sont des factions qui sont connues et qui deal au quotidien, n'est-ce pas, pour le maintien du système. Ce n'est pas que ce sont des factions qui se battent, n'est-ce pas, de façon enragée. En vérité, il y a des luttes internes entre les factions, mais une fois que ces factions se retrouvent en public, elles donnent l'impression d'une homogénéité, n'est-ce pas, de la manière de percevoir les affaires de la République. Donc moi, je pense que... On sort, oui. Je pense qu'ici, là, il s'agit, n'est-ce pas, moi je pense que le pot rose a été dévoilé simplement parce qu'une faction s'est sentie lésée. Et puisqu'il fallait l'arbitrage de Paul Biya, les mains obscures ont retravaillé, n'est-ce pas, le décret pour, on va dire comme ça là, vendre, pour jeter à la vindicte populaire un individu qui ici n'est pas Sichom, mais qui est Oswald Baboké. Donc on peut déjà comprendre d'où est-ce que les choses sont parties. Merci Raoul Lemopi. On va donc sortir de la thématique avec vous. Simon-Pierre Mahène, votre lecture en tant que membre de la société civile au sujet de cette actualité. Oui, au sujet de cette actualité, il faut dire que cette actualité touche les Camerounais. Et les gouvernants ont su comprendre les sentiments des Camerounais. Pourquoi je le dis ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que certains d'entre eux s'en fichent éperdument des Camerounais que nous sommes. Vous avez vu une situation aussi gravissime se dérouler comme on la voit aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu le ministre de la Communication communiquer? Alors jusqu'alors, pas encore. Jusqu'alors, pas encore. Permettez. On n'a pas vu le ministre de la Communication. Par ailleurs, on l'a quand même vu communiquer lorsque Jeune Afrique avait sorti une information sur la santé du président de la République, oui. Une situation à laquelle même il n'était pas obligé de répondre parce que le président, à son âge, c'est normal qu'il ait des bobos. C'est normal qu'il ait des bobos, comme tout Camerounais, comme tout être humain. Voilà les vrais problèmes sur lesquels on attendait le ministre de la Communication communiquer là-dessus. Pourquoi? Non, on force la maladie maintenant. Parce que, imaginez-vous, monsieur Raoul. Vous permettez Jean-Claude Youth. On vous a laissé parler, Jean-Claude. Imaginez-vous, monsieur Raoul. On vous a laissé parler. Pour l'instant. On est en train de parler de quelque chose d'aussi sérieux. Oui. Pensez aux Camerounais qui nous regardent. Vous devez comprendre que parmi les Camerounais, il y a ceux qui n'ont pas la même culture que nous, comme monsieur Youth, qui sont capables de dire ici que tel document est un faux ou bien c'est un vrai. C'est pas tout le monde. Et vous n'allez pas me donner cette capacité, nous ici sur ce plateau, de déchiffrer le document qu'on a vu là passer de part et d'autre. Mais maintenant, on se pose la question. Quelles sont les personnes qui ont publié ces documents? Parce que moi j'ai vu ces documents dans les réseaux sociaux. Tout à fait, tout le monde. Tout le monde a vu ces documents. Tout le monde, oui. Pour qui roule-t-il? Vous savez très bien, ce sont ces lanceurs d'alerte qu'on a vu communiquer. Qui les a donné ces documents? Ils ont fait comment pour les avoir entrer en possession? Vous comprenez donc que on assiste là à ce qu'on appelle le grand soir. La nuit des longs couteaux. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que les camps sont en train de se dresser les uns contre les autres. Et c'est effectivement le plus fort qui est en train de vouloir utiliser sa force, sa puissance. Quel impact sur les Camerounais? Quel impact sur les Camerounais? La distraction inutile.
Et ça suppose qu'aujourd'hui, les Camerounais sont à l'attente. Et c'est pourquoi je vous ai dit que ces gouvernants-là ont compris les sentiments des Camerounais. Vous savez, depuis fort longtemps, on a parlé ici du remaniement, du vice-président. On attend, mais rien n'est fait. On a l'impression qu'on assiste dans une cacophonie qui ne dit pas son nom. Jean-Claude Youde disait dans quelques jours. C'est-à-dire quelques jours. Laissez-moi ce français-là. Les prochains jours. Non, les prochains jours. C'est différent de quelques jours. C'est un Français, qui n'a aucun sens pour les Camerounais. Prochain jour, mois prochain, utilisez ça comme vous voulez, mais ce n'est pas important pour les Camerounais. Ce que les Camerounais ont besoin, c'est que les lignes doivent bouger. Vous imaginez donc. Parce que soit on peut avoir une autre lecture sur un tel acte. On a un document qui est publié de part et d'autre. Vous savez très bien que lors de la période électorale, les résultats des élections, on a vu quand même des journalistes ici, les publier en avance. Donc on avait déjà les résultats déjà servis. Tout récemment. Que ce soit même les candidats, il y a eu des situations ici, on a vu des gens se prononcer avec des vraies réalités. Ça ne soit officiellement dit. Ça ne soit officiellement dit. Et quand ça a été fait de manière officielle, on se retrouve avec la même chose. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que sur ce plan, on peut donc s'attendre à ce que soit on a voulu tester les Camerounais pour voir leur réaction, parce qu'il faut le faire. Merci. Et qu'on s'attende forcément à ce que peut-être qu'en ayant le sentiment des Camerounais, là en ce moment, donc, on va nous publier donc maintenant la vraie. Ça pourrait être vêtement vrai. Simon-Pierre Mahen, merci infiniment. Raoul Lemopi, vous êtes philosophe, merci infiniment à vous. Clément Jou, militant du Manidem, merci infiniment. Alors Jean-Claude Youde, vous êtes communicant du Rassemblement démocratique camerounais, merci d'avoir honoré à cette invitation. Appelez Raoul Lemopi le futurus. Il fait la futurologie maintenant. Merci, madame, monsieur, à vous également qui avez pris le temps de regarder ce programme. Nous vous revenons dimanche prochain dans le cadre d'une nouvelle édition de Accent 237. Madame, messieurs, portez-vous bien. À dimanche.